Monseigneur, Mesdames et messieurs, nous sommes heureux, mes associés Charles Castille, Pierre Reynaud et moi-même, de votre présence ce soir. Il y a 8 ans, une première école nous a fait confiance en nous confiant l'étude de ces contrats d'assurance. Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 200 établissements et fondations à travers toute la France et nous en sommes très fiers. C'est pourquoi nous avons souhaité organiser un rendez-vous régulier avec vous et pour vous en créant le cercle FIDES. Tous les ans, nous nous retrouverons autour d'un thème culturel dans une ambiance conviviale. Nous remercions également nos invités du monde de l'immobilier et de l'entreprise qui nous font la joie d'être parmi nous ce soir. À l'instar des valeurs de transmission qui sont l'âme de vos institutions, nous avons aussi à cœur chez FIDES Assurance de mettre en avant la beauté de notre patrimoine culturel et architectural. 4 personnalités nous font l'honneur de venir ce soir partager les secrets de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Monseigneur Patrick Chauvet, Madame Claire Baumler, Monsieur Franck Ferrand et Monsieur Philippe Jost, un immense merci de votre présence. Nous tenons enfin à remercier la Société Generali qui nous accompagne dans la construction des programmes d'assurance que nous vous proposons et qui nous a apporté son soutien pour l'organisation de cette soirée. Voilà, c'est avec émotion que nous nous apprêtons à naviguer ensemble à la découverte des joyaux que nous révèle Paris à la nuit tombée. Et je vais laisser tout de suite la parole à Claire Baumler, donc, qui est grand reporter au service culture du Figaro, qui nous fait la joie d'animer cette table ronde. Donc le 19 avril 2019, le monde entier assistait C'était le 15 ? Le 15. Bah, ça commence bien. Pardon. Donc, je reprends. Non mais c'est l'historien, il est garant de tout. Le 15 avril 2019, le monde entier assistait, donc médusé, à l'incendie de Notre-Dame de Paris. L'image de la flèche incandescente en train de s'écrouler est restée dans toutes les mémoires. Dès le lendemain, donc le 16, un immense élan de solidarité est né autour de la cathédrale meurtrie. Des dons, petits ou grands, sont arrivés du monde entier, montrant, si besoin était, la place particulière qu'occupe Notre-Dame de Paris. Alors, 2 ans et demi après l'incendie, et à peu près autant avant sa réouverture, la cathédrale est toujours debout. Elle a été sécurisée, les travaux sont en cours. Les messes et l'activité liturgique, elles, se sont déplacées un peu plus loin, dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Alors, avec nous ce soir, pour parler de la cathédrale dans toutes ses dimensions, je dirais sans tabou, mes 3 invités à qui je donnerai très largement la parole. Franck Ferrand, écrivain et animateur audiovisuel spécialisé en histoire, que l'on peut entendre sur Radio Classique, qui fait les beaux jours aussi de CNews. Philippe Jost, directeur général délégué de l'établissement public chargé de la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame. Je crois que chaque mot compte dans ce titre, conservation et restauration. Et enfin, Monseigneur Chauvet, recteur archiprêtre de la cathédrale depuis juin 2016. C'est ça. C'est ça. Alors, je vais tâcher de donner la parole à chacun, ce qui n'empêchera pas d'interagir avec ce qui est dit. Il y aura après cette table ronde un cocktail dînatoire qui permettra de poursuivre la discussion de manière un peu plus informelle. Alors, sans plus attendre, j'ai envie de poser à mes 3 interlocuteurs une question assez simple. Que faisiez-vous et où étiez-vous ce soir d'avril 2019 au moment de l'incendie? Monseigneur, vous voulez démarrer? Eh bien oui, je démarre. Moi, c'était très facile. J'étais sur le parvis. J'étais dans la rue du Cloître quand j'ai vu de la fumée qui sortait de la flèche et un commerçant me dit « Tiens, Monseigneur, c'est bizarre, il y a de la fumée. » Et donc, je téléphone tout de suite et on me dit « Oui, il y a un feu. Il y a le feu dans la charpente. » Donc, je suis revenu sur le parvis et j'ai assisté à côté du général des pompiers, le général Gallet, à ce combat, parce que c'est un véritable combat, c'est une guerre, pour sauver la cathédrale jusqu'à 11h30. De 11h30 à minuit, je pense que le général ne m'a pas épargné, puisque, après avoir pris la décision avec le président Macron d'envoyer des pompiers pour sauver la tour nord, car si la tour nord brûlait,
elle tombait tout simplement parce que les cloches allaient faire un cratère, et donc la façade disparaissait et l'ensemble disparaissait. Et donc pendant une demi-heure, voilà, j'étais à côté du président et je regardais la façade et je me suis dit, mon Dieu, peut-être que je ne la reverrai plus. Voilà. Et à minuit moins 5, le général m'a dit, on a sauvé la cathédrale. Voilà. Et donc, je peux vous dire que je me rappellerai toute ma vie de ce drame. Vous y avez cru quand on vous l'a annoncé? J'ai cru, quand il m'a dit elle est sauvée, oui, j'ai cru. Et j'ai dit merci Seigneur. Je rentrais avec le président à la porte de la cathédrale qui était ouverte, où j'ai vu lui-même, le premier m'a dit, regardez Monseigneur, la croix est debout là-bas au fond, et je lui dis, regardez, Monsieur le Président, la Vierge du pilier est là aussi. Donc c'était 2 signes d'espérance, même si j'étais complètement écrasé par l'événement. Philippe Jost? Le 15 avril au soir, j'étais tout simplement chez moi, à Versailles, et un de mes fils m'appelle et me dit « Papa, la cathédrale Notre-Dame brûle ». Donc ça me paraissait incroyable, donc je vais sur Internet, j'en ai confirmation. Et là, j'ai sauté dans le train à Versailles-Rive-Droite, pour ceux qui connaissent, pour aller sur les quais. Et de fait, j'ai rejoint la foule innombrable qui y était. Et ce que j'ai vu était terrifiant. Parce que, en fait, on voyait des flammes à l'intérieur des rosaces, des petites rosaces du transept nord, qui me donnaient à croire, parce que je connaissais moins la cathédrale que maintenant, qui donnaient à croire que toutes les voûtes s'étaient effondrées et que tout l'intérieur était en feu. Ce qui n'est pas le cas, en fait, comme on l'a su un petit peu plus tard. Mais à ce moment-là, on avait vraiment l'impression que c'était très très grave. La flèche était déjà tombée. Et un autre moment, j'étais très très frappé par la gravité de cette foule. Tout le monde était stupéfait, tout le monde était tétanisé. C'était très émouvant. C'est vrai qu'il y avait une sorte de ferveur. Oui. Qu'on soit croyant ou non, on se souvient des gens massés sur les quais. Et mon autre moment d'émotion, c'est quelques jours plus tard, quand je suis entré dans la cathédrale, et ont été appelés auprès du général Georgelin. Et là, la première venue dans la cathédrale, je ne dirais pas encore fumante, mais ces décombres de bois qui jonchaient toute la cathédrale et la Vierge au pilier toute blanche qui émergeait de tout cela, et la lumière qui entrait par les voûtes dans une cathédrale qui était totalement de l'obscurité sinon, parce qu'il n'y avait plus d'électricité évidemment allumée, c'est un moment incroyable. Franck ? Je crois avoir vécu une expérience à peu près à l'opposé de celle de Monseigneur Chauvet, qui était à l'épicentre du drame. Moi, j'étais tout à fait à l'autre bout de la planète. J'étais au Guatemala et j'accompagnais une mission, un groupe. Nous en profitions pour faire une jolie croisière, d'ailleurs, sur les sites archéologiques mayas. Et j'étais sur le site de Tikal. J'étais en train de remonter dans la voiture après avoir vu des merveilles de cette archéologie précolombienne, quand s'affiche sur mon téléphone un petit message de mon cousin, un de mes cousins, qui me dit « Tu as vu Notre-Dame ?» Complètement débile comme message, mais bon. Je me suis dit, sur le coup, j'ai pensé qu'il y avait eu un attentat, pour tout vous dire. Et avec le décalage horaire, il était 13h là-bas, mais il était donc 20h et quelques ici. Et je lui dis, quoi Notre-Dame ? Et il me dit, Notre-Dame est en feu. Donc j'ai essayé, il n'y avait pas beaucoup de réseaux, mais j'ai réussi à avoir quelques informations. J'ai tout de suite vu la catastrophe et je me suis installé à l'avant du petit autocar pour dire au groupe de chercheurs et de visiteurs qui étaient là, je leur ai dit, écoutez, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, je suis sidéré, mais on m'annonce que Notre-Dame de Paris est en train de brûler. Et au moment où j'ai dit ça, rien que de vous le dire, ça me fait des frissons, parce au moment où j'ai dit ça, les gens ont crié dans l'autocar. J'oublierai jamais ce cri, les gens ont crié comme si je leur avais annoncé, mais le décès d'un proche, vraiment, c'était très extraordinaire. Bon. Et quand nous sommes arrivés à l'embarcadère, il y avait beaucoup de Guatémaltèques qui étaient là, et les gens pleuraient, nous ont pris dans leurs bras, les habitants du pays. C'était tout simplement sidérant. Et j'ai compris à ce moment-là l'extraordinaire rayonnement de notre culture et
l'importance de ce symbole que pouvait être Notre-Dame pour des personnes vraiment du bout du monde. Là, le mot n'est pas trop fort. Et le soir même, à bord, nous avons fait une sorte de petite conférence sur Notre-Dame, etc. Et moi, j'ai passé ensuite une nuit blanche pour répondre à toutes les télés et toutes les radios qui, elles, étaient en direct le matin à 7-8 heures, mais chez nous, il n'était que 2 heures du matin. Vous voyez, bon. Et je vous avoue que je conserve de cette nuit-là et de ce moment-là le sentiment d'une sorte de honte, l'impression de n'avoir pas été là. Ça s'est passé et moi j'étais pas là. Et je trouve ça ajoute encore à la culpabilité diffuse que je ne peux m'empêcher de ressentir à l'égard de ce terrible événement. Et toute cette ferveur donc, que chacun décrit, elle vient de loin parce que la cathédrale vient de loin et elle occupe une place particulière dans l'imaginaire collectif. Est-ce que, Franck Ferrand, vous pourriez nous dire justement un peu l'histoire de Notre-Dame, à grands traits bien sûr, qui a, évidemment, mais je pense que Monseigneur Chauvet le ferait mieux que moi. Qui puisse expliquer pourquoi ça occupe une telle place, pourquoi au bout du monde on a pleuré Notre-Dame de Paris. Alors je vais peut-être vous décevoir un tout petit peu, mais au bout du monde à cause de la comédie musicale et du dessin animé. Ça c'est incontestable. Et donc... Par raccro, s'il y a ce dessin animé à partir de cette comédie musicale, et s'il y a cette comédie musicale, c'est qu'il y a eu des pièces, et s'il y a des pièces, c'est qu'il y a eu, bien sûr, ce moment essentiel qu'a été la parution de l'ouvrage de Victor Hugo en 1831. S'il n'y avait pas eu ce livre de Victor Hugo, je pense que cette cathédrale de Paris, qui par ailleurs est incontestablement la paroisse mère du pays, et je vais vous en dire un mot effectivement si vous le voulez, mais cette cathédrale n'aurait pas le rayonnement mondial qui est le sien. Ce livre, ce monument de papier en quelque sorte, a donné au monument de pierre toute sa célébrité et toute son caractère en quelque sorte universel. Il était assez extraordinaire de la part d'un Hugo encore jeune, il avait 28-29 ans quand il écrit Notre-Dame de Paris, il est assez extraordinaire que ce Victor Hugo ait eu l'idée de faire d'un monument, de faire d'une église, un personnage quasiment à part entière, et qui, dans certains des chapitres du roman, pas tous me direz-vous, mais à certains endroits, transparaît littéralement dans la trame. C'est assez extraordinaire. Et il est évident que si, à partir du milieu des années 1840, on est en pleine période historiciste, on est sous le règne de Louis-Philippe, tout ça n'est pas un hasard, et si vous le voulez, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, si on se met à restaurer dans les proportions considérables Notre-Dame, et ça va durer jusqu'au milieu du Second Empire, hein, jusque dans les années 1862-63, c'est évidemment parce que le succès du livre de Victor Hugo avait permis à son auteur de se faire, en quelque sorte, le défenseur d'un monument en grande difficulté. Car Notre-Dame était effectivement en assez triste état à l'époque de la monarchie de Juillet. Alors, vous dites, Claire, et c'est vrai que tout ça puise ses racines très profondément, y compris dans une antiquité païenne. On sait depuis, alors je vais effectivement aller à grands traits, là, si vous voulez, je vais chausser les bottes de 7 lieues pour essayer de résumer à très grands traits une histoire dans laquelle il faudrait entrer beaucoup plus en détail, évidemment. Peut-être aurons-nous, dans le cours de la soirée, l'occasion de le faire, on va bien voir, mais toujours est-il que on sait depuis maintenant quelques années, depuis les fouilles qui ont été menées à Nanterre, que très probablement la Lutèce gauloise ne se trouvait pas ici sur l'île de la Cité et dans la région que nous connaissons ici à Paris, mais probablement à l'ouest de Paris. Alors tous les historiens ne sont pas d'accord. J'ai eu là ce sujet d'ailleurs des polémiques terribles il y a une dizaine d'années. J'aimerais bien ne pas y revenir, mais moi je suis assez convaincu par ces travaux et par ces recherches. Et je pense qu'effectivement la fondation de la Lutèce que nous connaissons est une fondation romaine qui est due à l'un des préfets de César, vous savez, au grand Labienus, qui était venu battre les Sénons au moment de la 6e campagne de la guerre des Gaules. Bon. Et donc, il a créé ici, sur ce qui deviendra l'île de la Cité, sur les îles adjacentes, il n'y a plus maintenant, évidemment, que l'île Saint-Louis avec l'île de la Cité, mais à l'époque, c'était toute une sorte de petit archipel comme ça. La Seine a beaucoup bougé, enfin, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Toujours est-il qu'à l'époque, les Romains ont fondé une cité qui va devenir la Lutèce, qui plus tard, grâce à Sainte-Geneviève et sous l'égide de Clovis et de la reine Clotilde, deviendra Paris. Il y avait là donc, et le pilier des Nautes,
qu'on expose aujourd'hui bien sûr au musée de Cluny, mais qui évidemment se trouvait dans les sous-sols de Notre-Dame, où on l'a découvert au XVIIIe siècle. Le pilier des Nôtres en est le témoin. Ce pilier des Nôtres, c'est une sorte de grande colonne, pas rostrale, mais dont on pourrait dire qu'elle était commémorative, ou votive en tout cas, dédiée à Jupiter, par les nautes, par la corporation des nautonniers, des marins, si vous voulez, de la Seine. Enfin, de la Seine, du fleuve qui passe ici. Certains vous diront que ce n'est pas la Seine, mais enfin, nous n'entrerons pas aujourd'hui dans cette autre polémique. Non, parce qu'il faut tout de même arriver à la flèche, Franck. Certains diraient que c'est Lyon. Je vais aller plus vite. Vous faites bien de me donner un petit coup d'éperon, là. On va avancer un peu. Je me Donc, permets. je voulais vous dire qu'il y a ici, il y avait un édifice cultuel, romain en l'occurrence, avant les premiers fonds baptismaux et les premiers édifices, la première église. Et cette église a été transformée un certain nombre de fois, bien avant la cathédrale gothique que nous connaissons, dont la première pierre, et ça je pense que tout le monde le sait, parce que c'est un peu entre guillemets, le pont aux ânes, dis-je, en passant, lequel est-ce ça ? Enfin, sous un des ponts de Paris. Cette cathédrale, la première pierre en a été posée en 1163, ce qui nous a permis d'ailleurs, en 2013, de célébrer un 850e anniversaire dont on n'imaginait pas qu'il prendrait a posteriori une telle importance, car la cathédrale était encore dans son intégrité, si tant est qu'on considère les restaurations comme faisant partie de son intégrité. Bon. C'était très beau à l'époque, vous savez, il y avait un grand praticable sur le parvis et on voyait la cathédrale d'un peu haut. J'avais vraiment beaucoup aimé ce point de vue, en quelque sorte, qui nous permettait d'envisager la façade dans une plénitude qui nous est moins donnée lorsque nous la voyons depuis le plancher des vaches. Nous avions d'ailleurs à cette occasion fait une émission d'Europe 1 tôt le matin. On avait fait toute une matinée spéciale sur Notre-Dame et j'avais été frappé par l'incroyable audience qu'avait eue cette émission et qui déjà montrait l'attachement des Français à la paroisse mère d'une certaine manière. Après tout, Notre-Dame c'est le point zéro, n'est-ce pas, d'où l'on calcule toutes les distances dans le royaume, dans ce qui maintenant est la République. Bon. Je vous envoie désolé. Mais non, il faut vivre avec son temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, donc... Cette cathédrale gothique, alors il faudrait parler de Montreux, il faudrait parler de Villehardouin, etc. Il faut parler bien sûr de Maurice de Sully, d'abord et avant tout, qui l'a porté, qui l'a voulu, avec et contre le roi de France. C'est très intéressant, la dimension symbolique de ce qu'est une cathédrale, dans un royaume dont il faut bien avoir à l'idée qu'à l'époque, il est d'abord un territoire de monastères. Vous savez, les cathédrales, ce sont les sécrétions urbaines de cette nouvelle chose qu'on appelle les villes. Et les évêques prennent en quelque sorte leur revanche sur les abbés. Ça aussi, c'est un sujet que je laisse en suspens et que j'aurai grand plaisir à réaborder si l'un d'entre vous me le demande tout à l'heure, parce que c'est un vrai beau sujet. Mais avançons, effectivement, avançons. La cathédrale, elle ne sera terminée dans ses grandes lignes qu'au milieu du XIVe siècle, 1345 si ma mémoire est bonne, et elle va, à partir de là, devenir un lieu très important pour trois grandes raisons. D'abord parce que vont s'y dérouler des événements historiques non négligeables. Et on a bien sûr à l'esprit, en août 1239, l'arrivée de la Sainte Couronne d'Épines, bien sûr, et l'extraordinaire éclat que le roi Saint-Louis a donné à l'accueil de ces grandes reliques. Et plus tard, vous savez qu'il ira jusqu'à faire bâtir ce reliquaire invraisemblable qu'est la Sainte-Chapelle, au milieu même du palais de la Cité. Il y aurait tant et tant de choses. Je me rends compte quasiment à chaque étage, à chaque phrase que je dis, de toutes les ramifications qu'on pourrait donner, mais continuons, avançons. Et à partir du XIVe et du XVe siècle surtout, cette cathédrale de Paris, cette église Notre-Dame va devenir essentielle pour les célébrations de la monarchie, notamment les grands tédéums qui marqueront les événements importants de la vie du pays. Et puis, alors s'il fallait citer les grands événements, on pourrait en citer un certain nombre. Le plus célèbre, évidemment, ai-je besoin de le dire, et ça m'amuse d'ailleurs de voir que certains documentaires, certaines évocations, certains livres même font l'impasse dessus pour des raisons qui doivent être, j'imagine, idéologiques ou religieuses. C'est assez drôle, mais évidemment, l'événement le plus célèbre aura été
le 2 décembre 1804, le sacre de Napoléon Ier, hein, dans une cathédrale qui avait été largement restaurée à la fin du règne de Louis XIV et au début du règne de Louis XV. Il ne faut pas oublier que la cathédrale, intérieurement, présentait à l'époque un aspect bien différent de celui auquel nous nous étions accoutumés, parce qu'on avait refait une église que nous appelons baroque, c'est-à-dire, si vous voulez, dans un style très classique, très XVIIe siècle, au milieu de l'architecture gothique. Et puis, après le sacre de Napoléon, donc l'Église manifestait vraiment de très grandes faiblesses. Il y a là, je dirais juste un mot peut-être de ce débat essentiel, j'en reviendrai ensuite sur le deuxième et sur le troisième aspect, hein, qui sont très importants, mais je vais très vite. Un débat très essentiel entre Quatremer de Quincy, qui était le théoricien du gothique au mauvais sens du mot, qui n'aimait pas en quelque sorte cette architecture considérée comme issue d'âges obscurs et fruit de poussées aléatoires, et celui qui va se faire le premier archéologue, si je puis dire, de ce style ogival, que sera, alors là, il faudrait vraiment lui consacrer la soirée, Jean-Baptiste Lassus, dont on ne parle pas suffisamment, qui a été un remarquable théoricien, remarquable architecte, et qui va travailler avec le célèbre Eugène Viollet-le-Duc à la présentation, au dossier de restauration qui finalement va être retenu au moment des adjudications de 1844-45. Et c'est donc ces deux architectes, Viollet-le-Duc et Lassus, qui vont donner à Notre-Dame l'aspect que nous connaissons, Viollet-le-Duc allant très loin, je crois, dans la réinterprétation de ce qu'avait pu être l'art médiéval de Notre-Dame, et lui donnant, vous savez, toutes ces fioritures, ces espèces de gargouilles incroyables, etc., qui, en même temps, font partie maintenant dans notre imaginaire de ce que représente Notre-Dame. Et puis la flèche, bien entendu, sur laquelle nous allons peut-être avoir l'occasion de revenir. Je me rends compte que je suis un peu long et que je commence à fatiguer tout le monde, donc juste, je reviens sur les deux autres aspects. Finalement. Je reviens sur les deux autres aspects de l'importance de cette cathédrale sur un plan historique, puisque c'est la question que vous m'avez posée, Claire. Le deuxième aspect, c'est le centre de l'enclos épiscopal. On a oublié à quel point la dimension, le rayonnement de Paris, comme université bien sûr, comme centre de foi et d'études au Moyen-Âge, est lié essentiellement aux collèges qui se sont développés autour de cet enclos épiscopal dont Notre-Dame était l'épicentre. Et donc, tout le quartier latin, comme on l'appelle un peu facilement, toute cette rive gauche de Paris, et au-delà même de l'aspect urbanistique et architectural, toute la dimension intellectuelle de Paris est directement liée à cet édifice et à son histoire, c'est fondamental. Et puis, le troisième aspect d'importance, si je puis dire, c'est que pendant très longtemps, Notre-Dame était non seulement en plein cœur de la ville, mais c'était le plus élevé des édifices. Ce n'est pas un hasard, vous savez, si monsieur Gustave Eiffel, au moment de célébrer le centenaire de la Révolution française en 1889, propose une tour, un phare de la liberté, qui devait faire 1000 pieds de haut, c'est-à-dire 300 mètres, et qui va, dans son architecture futuriste et métallique, la tour Eiffel devenir le concurrent, si je puis dire, de Notre-Dame. Et c'est vrai que la tour Eiffel, depuis maintenant, est devenue le symbole de Paris et en général, et de Paris en particulier et de la France en général, parce que c'est un édifice absolument archétypal de la Belle Époque. Mais la réaction des Guatémaltèques au moment où nous avons appris à l'autre bout du monde que la cathédrale était en flammes et que les Parisiens étaient en pleurs, la réaction tellement émue des Guatémaltèques m'a prouvé que jamais la Tour Eiffel n'avait véritablement détrôné Notre-Dame. Ce qu'on comprend dans votre propos, c'est qu'elle est très souvent en chantier, cette cathédrale, finalement. Et ça m'amène à me tourner vers Philippe Jost, pour qu'il nous raconte la sécurisation. Déjà, où en est Notre-Dame aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous avez achevé en 2 ans et demi? Parce que les travaux ont démarré dans la foulée. Hein. Ce que nous appelons la sécurisation de Notre-Dame, c'est le deuxième sauvetage de Notre-Dame. Vous avez évoqué, Claire, le moment où, plutôt Monseigneur Chauvet, le moment où le général Gallet a évoqué le sauvetage de Notre-Dame à la fin de la nuit, au début de la nuit. Nous avons opéré un deuxième sauvetage de Notre-Dame
dont nous avons marqué le point d'achèvement cet été, en août. Ça a commencé le lendemain de l'incendie. J'en citerai que quelques étapes qui sont assez fortes. Le lendemain de l'incendie, le pignon nord menaçait de s'écrouler sur la rue du Cloître. C'était un péril immédiat pour les immeubles du voisinage. Et donc, en quelques heures, des étaiements en bois ont été déployés et ont permis de sécuriser le mur de la façade du transept nord, autrement dit. Et puis, une opération immédiate aussi, d'importance, c'était l'évacuation de toutes les œuvres d'art. Vous savez qu'un des miracles de cet incendie, qui est un drame, mais qui recèle beaucoup de chance, finalement, hein, c'est qu'aucune œuvre d'art réellement ancienne et de très grande valeur n'a été affectée par l'incendie. On a parlé de la statue Notre-Dame du Pilier, hein, parfaitement intacte et même d'une blancheur étonnante à l'issue de l'incendie. Mais en fait, aucune des œuvres, qu'elles soient en bois, en ferronnerie, les peintures, n'ont été touchées par l'incendie. Donc la question de leur évacuation se posait de manière cruciale dans les heures qui suivaient l'incendie, alors même qu'on craignait que les voûtes continuent de s'écrouler. Si les voûtes du chœur s'étaient écroulées, des œuvres majeures auraient disparu. La Pietà du Louis XIII aurait disparu. Donc l'évacuation des œuvres était une question majeure. Un peu plus tard, les grandes étapes de la sécurisation de la cathédrale, c'est la dépose de l'échafaudage sinistré. Vous vous rappelez qu'au moment de l'incendie, la flèche était en restauration, donc un immense échafaudage de plusieurs centaines de tonnes avait été érigé. Et après l'incendie, c'était un enchevêtrement totalement instable de poutres à moitié fondues. Et cet enchevêtrement risquait de s'écrouler et d'emporter dans sa chute toute la croisée du transept. Donc il représentait vraiment la principale menace pour le monument à l'issue de l'incendie. Donc il fallait le déposer. Donc ça a été fait, ça a malheureusement pris du temps. On a été interrompu par le premier confinement de la crise sanitaire au moment où on allait attaquer la dépose de l'échafaudage. Et la dépose de l'échafaudage s'est achevée en novembre 2020. Rappelez-nous ces dimensions. Alors, cet échafaudage était extraordinaire. Cet échafaudage, c'était 40 000 pièces et 200 tonnes à déposer. Ça a été attaqué par des cordistes qui étaient dans des nacelles, qui abordaient l'échafaudage par le dessus, parce qu'il n'était pas question de grimper sur cet échafaudage, et donc qui ont découpé dans ces nacelles, qui ont découpé des bout par bout l'échafaudage sinistré, hein, complètement cet enchevêtrement de poutres tordues. Après, la fin de la dépose a été un petit peu plus rapide quand on s'est rapproché de la base de cet échafaudage. L'autre grande menace sur la cathédrale, c'était l'écroulement des voûtes fragilisées. Finalement, une proportion assez réduite des voûtes s'est écroulée pendant l'incendie, principalement la croisée du transept, ce qui n'est pas rien, mais d'autres voûtes, notamment dans la nef et dans le transept nord. Donc on craignait que les voûtes, fragilisées à la fois par la chaleur, par l'effondrement des charpentes au cours de l'incendie, au-dessus des voûtes, et fragilisées aussi par l'eau des pompiers, mais qui était bien nécessaire, on craignait que ces voûtes s'écroulent. Et leur sécurisation est passée par des échafaudages intérieurs et des cintres en bois qui sécurisent les voûtes par le dessous. Donc, on a monté plus de 1000 tonnes d'échafaudage. Aujourd'hui, il y a une cathédrale de fer dans la cathédrale de pierre. Et quand on entre dans la cathédrale, on ne sait pas qu'on est dans une cathédrale. On voit des échafaudages de tous côtés. Et puis, je citerai un dernier point qui est important aussi. C'est le grand orgue qui était menacé, cette fois-ci, non pas par l'écroulement, parce que le massif occidental, grâce à l'action des pompiers sur le beffroi nord que vous évoquiez, a été parfaitement préservé de l'incendie, comme la façade le montre. Quand on va sur le parvis, on voit une façade totalement intacte. Donc le grand orgue n'a jamais été menacé par un écroulement quelconque. Il était menacé par les conditions hygrométriques de température et d'humidité, qui n'étaient plus du tout celles qu'avait. Évidemment, la cathédrale prenait l'air de partout. Elle était dans le courant d'air, dans le froid et l'humidité. Donc il fallait démonter le grand orgue. Donc vous savez que ça a été fait. On a démonté, évacué 8000 tuyaux, ce qui a pris un petit peu de temps. Et ces tuyaux sont aujourd'hui stockés dans des entrepôts et vont bientôt partir en restauration vers les 3 entreprises de facture d'orgue qui ont été sélectionnées pour mener les travaux de restauration. Alors, on parle des échafaudages, on parle des restaurateurs d'orgue. Ça veut dire que
beaucoup de gens sont au chevet de cette cathédrale. Combien de personnes ont travaillé et combien d'entreprises ont travaillé pour sa sécurisation? Parce qu'après, on va parler de la deuxième phase qui consiste à la restauration proprement parlée. Il y avait tout un monde. On a effectivement eu tout un monde. Disons que dans les moments les plus intenses de la sécurisation, on a frôlé les 200 compagnons et intervenants présents sur le chantier. En termes de métiers d'art et du patrimoine impliqués, en sécurisation, on n'a pas atteint une très grande variété parce qu'en fait, on a eu affaire à des cordistes, à des échafaudeurs, en bonne partie. On a eu quand même des métiers d'art parce qu'un élément que je n'ai pas évoqué, c'est des chantiers tests sur le nettoyage des chapelles et des intérieurs en vue de la restauration elle-même. Et là, on a fait intervenir des restaurateurs, des peintres, des divers métiers d'art qui ont varié un peu plus les spécialités. Mais cette grande variété de métiers du patrimoine, elle va intervenir désormais, maintenant, dans les mois qui viennent, dans le cadre des travaux de restauration qui constituent maintenant notre travail au quotidien. La sécurisation est derrière nous, donc qu'est-ce qui nous occupe maintenant? C'est de lancer les travaux de restauration, c'est-à-dire des appels d'offres qui vont petit à petit traiter toutes les composantes de cette restauration, la restauration intérieure, le nettoyage intérieur, la reconstruction de la flèche, la reconstruction des voûtes effondrées, la reconstruction du grand comble. Je crois que vous avez lancé l'appel d'offres pour la flèche, la fameuse flèche justement. Alors dans ce séquencement des appels d'offres, le premier appel d'offres a été celui des restaurations et nettoyages intérieurs qui a été lancé début octobre, et celui qui est parti aujourd'hui, donc il se passe des choses tous les jours en ce moment, c'est l'appel d'offres de reconstruction de la flèche et de la couverture et de la charpente des transepts. Donc une étape importante pour nous qui nous permet de solliciter les échafaudeurs, les charpentiers, les maçons. Il y a des travaux de maçonnerie, il y a déjà un petit peu de restauration aussi de quelques œuvres d'art, même un vitrailliste, qui sont sollicités pour reconstruire la flèche et les transepts. Alors cette flèche, on sait qu'elle va être reconstruite à l'identique. J'ai envie de vous demander à chacun d'entre vous, est-ce que vous étiez pour ou contre cette reconstruction à l'identique, et est-ce que votre pensée a évolué, Monseigneur? Eh bien écoutez, moi j'étais quand même pour une flèche à l'identique, à vrai dire. Je disais même, intérieurement, la cathédrale a vécu pendant des années sans flèche. Donc je m'étais dit, pour calmer le jeu, on va attendre. Mais c'est vrai que lorsque le président Macron avait l'idée de lancer un concours pour la flèche, moi j'ai reçu énormément de dossiers. Alors je peux vous dire que je me suis arraché les cheveux. Il en reste encore, ça va. Mais Le dossier d'architecte, vous voulez dire? oui, qui faisait des propositions ahurissantes. Racontez-nous un peu. Oh, bah par exemple, il y en a une par exemple qui ressemblait un peu, vous avez évoqué ça, à la Tour Eiffel, un peu à l'envers, et ça clignotait. Alors je me suis dit là, non. D'autres qui représentaient des flammes, j'ai dit ça, j'ai donné, merci, on va pas recommencer. Et puis surtout, c'était un ensemble. Donc on était prêt à faire un peu une promenade sur le toit. Il y aurait peut-être même eu une piscine. Il y en avait un qui avait imaginé Ça, c'était une piscine. un gag, vous croyez pas? Ah non, pas du tout. Ah non, c'était J'ai de cru que grands c'était un architectes. gag qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Parce qu'on non, a vu beaucoup de choses. Non, moi j'ai reçu les papiers. Les propositions d'espace vert, de transformer le dessus des voûtes en espace vert, on en a reçu quelques-unes, oui. Mais oui. Non, ça je pense que... Alors voilà, bon, donc Dieu merci, l'Esprit Saint a soufflé, le président a décidé, et conclusion, on aura de nouveau une flèche à l'identique. Mais je préfère que c'est l'identique à Viollet-le-Duc. Mais de toute façon, j'étais quand même pour, parce qu'on avait enlevé 8 jours avant l'incendie toutes les statues, dont celle de Viollet-le-Duc, que j'ai vénérée quand elle était en bas. Oui. Voilà, donc j'ai vénéré Viollet-le-Duc. Et on les a refaites. Et je me suis dit, si on ne refait pas de la même façon, où allons-nous mettre ces statues de 3 mètres de haut? Je me suis dit, je ne vais pas les mettre dans mon salon parce que j'aurais été obligé de couper les têtes. Donc je me suis dit, ça ne va pas. D'autant qu'il y a un qui a la tête de Viollet-le-Duc. Ben c'est pour ça. Ah ben ça, j'aurais gardé Viollet-le-Duc chez moi, au moins pour le canaliser.
statues qui ont été restaurées et qui, vous le savez, changeront de couleur, hein, puisque avant leur dépose, elles avaient cette couleur du cuivre oxydé qu'on voit sur la cathédrale de Chartres, par exemple, et sur beaucoup de statues parisiennes. Mais à l'issue de leur restauration, elles reprendront leur couleur de bronze d'origine, qui est une couleur, un brun foncé, en fait. Hein, il y aura peut-être quelques nostalgiques du cuivre vert, mais moi, personnellement, je trouve que c'est quand même plus séduisant. Alors vous n'avez pas répondu à la question. Ce n'est pas pour nous Franck Ferrand non plus. Non, personnellement, j'étais favorable à la restauration de la flèche de Viollet-le-Duc, qui me paraissait, parfaitement adaptée au monument et au mieux adaptée au monument. Je précise à cet égard qu'une question s'est posée aussi de la flèche précédant la flèche de Viollet-le-Duc, qui a disparu à la fin du XVIIIe siècle, qui était plus basse et plus légère. Et certains pensaient que c'était la flèche qu'il aurait fallu reconstruire. Et en fait, indépendamment même des considérations personnelles de chacun, ça heurtait une doctrine de patrimoine, une doctrine de reconstitution historique, qui est qu'on ne peut se permettre de reconstituer un édifice disparu que si on a les plans précis et détaillés. Or, ce n'est pas le cas pour l'ancienne flèche. On a des gravures, notamment du XVIIe siècle, mais rien qui permette d'envisager une reconstruction, contrairement par exemple à la flèche de Saint-Denis, où on a tout ce qu'il faut pour la reconstruire à l'identique, ce qui ne clôt pas le débat, comme vous le savez, par ailleurs. Et vous, Franck Ferrand ? Moi, je vais peut-être vous surprendre et vous décevoir. Je suis relativement conservateur, c'est un fait, et habituellement, je me bats pour la préservation du patrimoine et sa restitution dans l'intégrité la plus scrupuleuse. Mais pour une fois, je n'étais pas de cet avis, car j'ai considéré que cet incendie de Notre-Dame, vous savez que Notre-Dame n'a pas souffert du grand incendie de l'Hôtel-Dieu en 1772. Notre-Dame n'a pas souffert sous la monarchie de Juillet de l'incendie de l'archevêché. Notre-Dame avait toujours été épargnée par les flammes. Et même si dans son histoire, on relève plusieurs départs d'incendie, aucun n'avait pris comme celui que nous avons vécu. Et donc je n'arrive pas à me défaire de cette espèce de culpabilité. Je considère que notre génération aura quand même eu la disgrâce de voir flamber Notre-Dame. Ce n'est pas bien. Et non seulement j'ai pleuré aux propos du président Macron, j'ai trouvé ça magnifique lorsqu'il a dit qu'il fallait effacer ce qui venait de se passer de la mémoire des hommes et qu'il fallait très vite reconstruire Notre-Dame. J'ai trouvé ça magnifique. Ça, c'était le premier discours, hein, le soir même, le lendemain. J'ai moins aimé son discours. Ils nous la reconstruiront plus belle. Je vais trouver ça formidable. Bon. Et je me disais qu'il fallait précisément que nous soyons, mais je rêvais, je suis bien conscient que je n'étais pas très réaliste dans cette histoire, mais je me disais qu'il fallait être capable de marquer le coup et de montrer que nous étions plus forts que cette fatalité et que l'occasion était très belle de bâtir, tout en reconstituant entièrement Notre-Dame et la remettant dans son état, ça évidemment, mais pour ce qui est de la flèche, moi j'aurais fait le fameux geste contemporain dont il a été question. Il aurait fallu un geste contemporain très élégant, très, très épuré, bien sûr, pas une des folies dont parlait Monseigneur à l'instant, c'est évident, mais il aurait fallu quelque chose qui montrât au monde entier que nous n'étions pas un peuple moribond qui n'était capable que de laisser brûler les églises et les restaurer au mieux, que nous étions encore des gens capables d'inscrire notre marque face au monde et au siècle, et que c'était le moment ou jamais d'être plus fort que l'événement. Et c'est pour ça que j'étais pour un geste contemporain. Bon, il se trouve que finalement ça n'a pas été... Alors, inutile de vous dire que mon ami Stéphane Bern m'a téléphoné, m'a incendié, si j'ose l'expression, en me disant « mais tu ne te rends pas compte ». Lui, il passait son temps à prêcher auprès du président pour lui dire « non, il faut reconstruire à l'identique, à l'identique, à l'identique ». Et il me dit « mais tu es en train de me casser ma baraque ». Et il me dit « en plus, tu ne te rends pas compte du mauvais exemple que tu donnes par rapport à tous les architectes en chef dans toutes nos chères provinces ». Et je lui dis « mais non, précisément, nous parlons de Notre-Dame, nous sommes dans l'exception de l'exception ». Et il me semble qu'une règle est encore plus belle lorsqu'elle peut s'appuyer sur l'exception qui la confirme. Vous avez perdu. J'ai perdu, mais comme souvent, comme presque toujours, à vrai dire. Alors, il y a la flèche, mais il y a aussi cette fabuleuse charpente qui a disparu. Comment va-t-elle être restaurée, elle
qu'est-ce qui va se passer pour la charpente? Alors la charpente a d'abord été l'occasion, le projet de restauration de charpente, d'une étude historique très, très fouillée sur ce qui avait disparu. On avait la chance que des relevés avaient été faits quelques années plus tôt, des relevés assez précis. Et donc en fait, pour faire très simple, cette charpente disparue date de deux époques très différentes. La nef et le chœur, c'est une charpente médiévale qui avait été conservée et n'avait jamais souffert d'aucun incendie, et donc était du XIIe ou du XIIIe siècle. Le chœur un peu plus ancien que la nef. Et quant à Viollet-le-Duc, donc on a dit tout à l'heure qu'il ne faisait pas dans la dentelle quand il traitait un monument. Donc Viollet-le-Duc, pour construire la flèche, en fait, s'était débarrassé de beaucoup d'éléments. Il avait fait table rase, il avait fait disparaître la charpente des transepts du Moyen-Âge. Il avait d'ailleurs aussi démonté la voûte en pierre de la croisée du transept pour construire la flèche. Et donc il a reconstruit une flèche qui est un chef-d'œuvre de charpenterie. C'est comme, vous savez, les compagnons du devoir font des chefs-d'œuvre. Ils font des chefs-d'œuvre qui font 1 mètre de haut. La flèche de Viollet-le-Duc, c'est comme un chef-d'œuvre, mais il culmine à 90 mètres. Donc Viollet-le-Duc a construit la flèche, chef-d'œuvre de charpente, et à cette occasion, il a donc reconstruit la charpente des deux bras du transept, qui est une charpente classique du 19e siècle, donc sciée, boulonnée, alors que la charpente de la nef et du chœur, charpente médiévale, est d'une charpente en bois vert, assemblée, tenon mortaise, mais pas du tout une charpente boulonnée. Et le choix, ça a été l'occasion de grands débats qui ont été examinés en Commission nationale du patrimoine en mars 2021. Ce n'est pas vieux, hein, en mars 2021. Et là, on a comparé des scénarios de fidélité à la charpente disparue, à la fois dans sa partie 19e et dans sa partie, disons, 13e et 14e siècle, non, 12e et 13e siècle, pardon. Et puis, des charpentes plus contemporaines, mais en bois massif néanmoins, en bois de chêne massif. Et finalement, le parti qui a été pris, dans une certaine conception qui n'aura peut-être pas l'accord de Franck Ferrand, d'authenticité du monument, eh bien, le parti qui a été pris est le parti d'une fidélité assez proche de la charpente disparue dans ces deux composantes qui seront reconstruites en les distinguant, à savoir les bras du transept qui sont reconstruits comme une charpente du 19e siècle et les boulonnés et la charpente de la nef et du chœur qui sera reconstruite comme une charpente du Moyen-Âge à l'aide de bois vert et sans boulon. Il y a près de 2000 chênes donc, qui ont été prélevés. Alors on a à eu cet usage. un phénomène extraordinaire. Vous avez évoqué tout à l'heure l'élan fabuleux de générosité qui s'est levé dans les heures qui ont suivi l'incendie, qui a conduit à une somme extraordinaire, c'est unique dans l'histoire du mécénat au monde, de 840 millions d'euros de dons recueillis. Mais nous avons aussi des dons en nature, des mécénats de compétences ou des mécénats en nature. Et là, nous avons du monde entier des dons de chênes, des propriétaires de chênes, privés, publics, qui nous offrent des chênes. Et nous avons aujourd'hui recueilli 1000 chênes qui ont été récoltés, comme on dit, en février et mars dernier, qui sont en train de sécher, dont le sciage a été entrepris, et qui seront les chênes qui nous permettront de rebâtir la flèche et la charpente de Notre-Dame. Monseigneur, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de la cathédrale? À l'intérieur. Ça, c'est l'Église qui est responsable oui. de ça. C'est-à-dire que on entend des choses dans la presse. Ah oui. Ah, vous entendez des choses. Oui. C'est curieux. Alors, dites-nous au plus près de ce que vous pouvez dire. Qu'est-ce que je peux dire On est en train de quitter l'île de la Cité. Voilà, justement, puisqu'on arrive presque à l'île de la Cité, ce que je peux dire, c'est que l'idée de l'archevêque, c'est une façon d'abord différente d'accueillir les pèlerins, les fidèles, les touristes. Vous savez que nous accueillons plus de 10 millions de touristes par an. C'est pas simple à gérer. Et que il y avait toujours une queue sur le parvis, plus ou moins longue, parce qu'il fallait attendre. En plus, à cause du terrorisme, il fallait fouiller, ce qui n'arrangeait rien. Et donc, l'idée, c'est déjà d'entrer dans la cathédrale par le portail central,
qui vous donne naturellement un choc quand vous rentrez dans la cathédrale par le portail central. Ça, c'est la première chose. C'est comme voilà, le prophète qui rentre dans le temple et qui fait « Ah !» qui est saisi par la présence. Donc j'espère qu'ils seront saisis par la présence. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un sens de la visite qu'on a modifié. Avant, on allait dans un sens et puis on tournait. D'ailleurs, un peu malheureusement comme des chevaux de bois, ce qui faisait qu'on arrivait à visiter la cathédrale en 3 minutes et demie, ce qui était quand même un peu rapide. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une sorte de parcours catéchuménal. Entrer pour que non seulement on découvre le chef-d'œuvre, mais qu'on puisse aussi peut-être rencontrer le Christ après tout. Qu'on puisse comprendre en tout cas le pourquoi de Notre-Dame. Donc il y a les séries des chapelles qui seront sur l'Ancien Testament, qui nous préparent à Jean-Baptiste qui sera au transept. Et ensuite, vous avez autour du chœur la vie du Christ qui est déjà là, hein, ça n'a rien à changer. Ensuite, il y aura le reliquaire de la couronne d'épines. On y reviendra peut-être, mais c'est vrai que le reliquaire a été cassé, un peu à cause de ma faute, parce que j'avais totalement, dans l'affolement, perdu le code pour casser. Donc il a fallu casser complètement le coffre. Le soir de l'incendie, vous Oui, voulez dire. le soir Oui, de oui, l'incendie, oui. pour récupérer naturellement la couronne d'épines. Et donc, Dieu merci, elle a été sauvée. Et donc, on va refaire un autre reliquaire. Ensuite, si on continue de tourner, eh bien, vous arrivez à tous les belles représentations du Christ ressuscité. Et en descendant, vous avez les autres chapelles qui seront un peu les chapelles des saints. C'est-à-dire, quand on a rencontré le Christ, on devient un saint. Et donc, il y aura, chaque chapelle représentera sans doute un saint sans doute un peu parisien quand même, parce qu'on les aime bien, et qui ont marqué un petit peu la vie de l'Église. Voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est que les chapelles, c'est vrai, vont être aménagées pour que, voilà, on puisse prendre le temps de contempler. D'abord, elles vont être nettoyées. Il faut dire qu'avant, j'avais voulu absolument que ces chapelles puissent resservir. Donc elles ne servaient pas beaucoup. Il y avait, de temps en temps, je hurlais parce que je voyais un diable qui était caché. Donc je disais quand même pas dans les chapelles de mettre un diable, mais les gars, au lieu, comme il fallait porter les cierges et tout, ils avaient leur diable sans arrêt. Et donc dans chaque chapelle, j'avais un diable. Les confessionnaux... Les diables dont vous parlez sont les petits chariots, je précise. Oui, ce sont les chariots, c'est pas le diable. Oui. Oh, ben On non. se demandait, On avait tous compris. Bon, on avait on se Non. demandait s'il fallait un exorcisme, Non, monseigneur. le diable est au confessionnal. Mais alors là, il y avait les bougies dans les confessionnaux. Donc voilà, donc je pense que c'est bien qu'on puisse redonner de la valeur à ces chapelles. Alors ensuite, le chœur, comme vous le savez, comme la voûte est tombée sur l'autel, l'autel était cassé, il est cassé. Il y a l'ambon, il y a la cathèdre. Voilà, j'avais demandé qu'on puisse mettre une cathèdre visible, parce que je trouvais que la cathèdre qui était dans la baignoire, vous savez, il y a 2 baignoires pour les autorités. Donc il y en a une qui est généralement réservée aux nonces. Ce que vous appelez la baignoire, c'est l'extrémité des stalles, C'est ça, au ce sont XVIIIe les siècle. baignoires La cathèdre, c'est le siège épiscopal. de l'évêque. Et donc on va la mettre, je pense qu'on va l'installer dans le chœur, comme c'était autrefois. Et je pense que c'est bien qu'on puisse voir l'évêque, parce que là, il faut qu'il se penche pour qu'on le voit. C'était pas très beau. Donc, et ça, c'était un peu le raté de la réforme Lustiger. Mais voilà, donc on ne peut pas tout faire d'un coup. On entend parler d'entrée d'art contemporain Ah. dans la cathédrale. Est-ce Alors. que c'est décidé? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, moi, je pense quand même que depuis que l'Église est l'Église, c'est quand même grâce à l'Église qu'on a pu faire travailler des peintres, des architectes, quand même, on a, j'allais dire, fait avancer l'art, ou tout au moins aider des artistes. Alors n'allez pas croire que dans chaque chapelle, vous aurez des œuvres incompréhensibles. Moi, je pense qu'il faut faire des œuvres modernes. Non, mais je peux vous raconter une histoire, on a le temps, on n'est pas Je vous encore... en prie, je vous en prie. Un jour,
le cardinal Lustiger, c'était pour les JMJ, m'avait convoqué en disant Patrick, il faut faire un chemin de croix original. Voilà, j'ai de grands donateurs, on va y aller. Donc, très bien. Alors, bon, me voilà. Il me dit bon, alors les stations. Ah, mon Dieu, j'étais en train de me dire, mon Dieu, les stations. J'étais en train de dire premier, deuxième, troisième, quatrième. Bon, très bien, je voyais à peu près comment on allait faire. Bon, et puis il y avait des très grands sculpteurs qui avaient pour faire les stations. C'était pour la visite de Jean-Paul II. Et donc, première station, voilà, c'était une œuvre qui représentait un peu une grande roue, un peu inimaginable. Alors moi je dis, vous savez, le chemin de croix, c'est plutôt populaire. Et donc il faut que les gens, quand ils se trouvent devant la première station, ils puissent prier. S'ils voient une grande roue, une bicyclette ou je ne sais quoi, ils ne vont pas comprendre que c'est l'arrestation de Jésus. Alors le cardinal, qui lui était pour le moderne, alors il me dit, mais enfin Patrick, tais-toi. Alors moi je dis, bah oui, c'est très bien. Mais j'ai été sauvé, parce qu'à la 3e station, il n'y avait plus d'argent. Merci Seigneur. Et alors, je lui dis, bon, voilà, bon, alors, et après, bah, alors, donc le gars, il dit, bah oui, mais comment on va faire pour les autres stations? Et le gars s'est fait insulter par l'archevêque, non? Mais qu'est-ce que vous racontez? 3 stations, c'est très bien. Alors, je dis, ah bon, mais je crois qu'il y avait d'autres stations. Alors, je dis, qu'est-ce qu'il vous a dit ça? Alors, je ne sais pas, moi, au catéchisme, j'avais appris ça. C'est idiot! Alors, il dit, ah bon, et puis le voile de Véronique, est-ce que c'est dans l'évangile? Alors, ben non, je ne sais pas, mais peut-être que je me suis trompé. Enfin bref, tout le monde était paralysé. Moi, je rendais grâce en disant, nous voilà sauvés. Et donc, alors voilà, donc nous n'aurons pas des vélos ou des choses qui représentent, mais qu'il y ait, voilà, une œuvre qui puisse naturellement nous élever, hein, et élever nos âmes, voilà. Mais il n'y en aura pas 50 parce qu'il faut avoir l'argent pour. Est-ce que vous voulez faire des commandes? L'idée, ça serait de commander à des artistes des œuvres pour mettre dans les chapelles? Oh là, c'est un peu compliqué, ça. Il y aura des commandes, on ne sait pas encore. Peut-être un concours, des commandes, je ne sais pas. Ça, c'est l'archevêque qui décidera. En tout cas, l'intérieur de Notre-Dame donc sera différent. Alors, l'intérieur de Notre-Dame, de toute façon, d'abord, il faut retenir cette idée-là. Oui, c'est que quand vous rentrerez déjà dans la cathédrale, vous aurez un choc. Le choc, c'est que la cathédrale sera blanche. C'est un élément Oui. qui est Ça, très, très significatif, c'est que si la cathédrale à l'extérieur, elle ne va pas nous dépayser, on va retrouver la cathédrale qu'on connaissait, la cathédrale qu'on aime, donc ce sera finalement sans changement. Ouais. Par contre, à l'intérieur, ceux qui connaissent la cathédrale se rappellent à quel point, à part le grand vaisseau qui avait été finalement nettoyé il n'y a pas si longtemps, tous les collatéraux, les chapelles, le déambulatoire étaient dans un état de crasse, mais absolument désolant, hein, avec les fresques du chœur, du déambulatoire du chœur, qui étaient totalement invisibles, masquées par la crasse. Et donc, là, à quelque chose malheur est bon, hein, et donc les nettoyages qu'on doit opérer dans la cathédrale vont nous conduire à enfin opérer ce nettoyage complet qui s'imposait. Et ceux qui connaissent Chartres savent qu'à l'intérieur de cathédrale peut changer complètement, hein, dans le cadre de nettoyage. À Chartres, c'est une réussite incroyable. Ah ben vous verrez Notre-Dame. Et donc ce sera le cas à Il est Notre-Dame. désagréable. On peut déjà le voir. Non. Pour ceux qui peuvent entrer dans la cathédrale, mais qui sont peu nombreux. Il manque d'espérance. Puisqu'on a 2 chapelles qui montrent déjà l'effet qui sera généralisé dans la cathédrale. Une chapelle peinte du chœur et une chapelle non peinte dans la nef. Cette affaire de chapelle non peinte nous montre à quel point d'ailleurs, non pas les modes, mais l'appréciation patrimoniale change rapidement. Dans les années 60, c'est inimaginable aujourd'hui, dans les années 60, on a décapé les chapelles du chœur, des chapelles de la nef, pardon, des fresques 19e siècle qui dataient de la restauration de Viollet-le-Duc, qu'on a conservées dans le chœur. Donc on va les nettoyer, elles sont encrassées, on va les nettoyer, et ce sera le réceptacle d'œuvres classiques et peut-être d'œuvres contemporaines. Mais aujourd'hui, ce serait totalement inconcevable, hein. Et vous avez en tête les restaurations d'œuvres de la fin du 19e dans des grandes églises parisiennes comme Saint-Germain-des-Prés ou Saint-Augustin ou Saint-Eustache, qui montrent à quel point maintenant on a remis en valeur cette période de l'art, hein.
Donc à Notre-Dame, on aura à la fois nettoyé les murs de pierre, les élévations en pierre, mais aussi à cette occasion nettoyer les fresques et les peintures du 19e siècle qui sont quasi invisibles sous leur couche de crasse. Et ces bancs lumineux dont on voit la photo circuler de temps en temps sur les réseaux sociaux, c'est un essai? Ah, bon, oui, ce sont des essais. Les bancs lumineux? C'est curieux, ça. Mais je ne fréquente pas les réseaux sociaux. C'est les bancs lumineux, c'est en tout cas, c'est une réflexion. Tout n'est pas fait, n'ayez crainte. Mais c'est vrai que la question, c'est le jeu de lumière, comment cette lumière peut, au lieu de descendre des grands spots, qui d'ailleurs peuvent abîmer l'ensemble de l'édifice, mais comment cette lumière peut être plus, plus intérieure. Parce que quand on est quand même dans une cathédrale, on est d'abord là pour prier, pour louer, pour rendre grâce. Et donc il y a à créer peut-être un climat d'intériorité pour aider à entrer dans le silence, par exemple. Et la lumière peut aider. La lumière peut aider, comme la musique peut aider. Mais vous savez, toutes ces pierres, j'allais dire, elles parlent doucement. Parce qu'elles parlent de ces 860 ans d'histoire. Et un jour, c'était quelqu'un de France Culture qui venait et qui m'avait dit « Ah voilà, j'aimerais bien parler du silence. » Très bien, c'est toujours difficile de parler du silence. Alors j'ai commencé l'émission en disant écoutez, on va commencer par faire silence. Alors elle m'a regardé, donc avec son appareil, c'était un peu embêtant parce que ça. Je lui dis mais vous n'entendez rien? Alors elle me dit non, j'entends rien. Moi j'entends les pierres parler. Alors elle me dit, elle a dû se dire il est cinglé celui-là. Un autre curé cinglé. Mais j'ai voulu lui dire que toutes ces pierres voulaient dire quelque chose de l'histoire, de l'histoire évoquée par Franck Ferrand. Je pense que, quand je passe, je priais souvent seul dans la cathédrale, j'avais ce privilège, avant qu'elle brûle, de pouvoir être là le soir quand on fermait tout. Là, il y avait un silence, et on sentait que la cathédrale était comme habitée. Et je voudrais que, après l'ouverture, on puisse refaire une telle expérience. C'est vrai que la lumière, il ne faut pas qu'elle écrase. Si elle peut nous porter un peu à la méditation, à la contemplation. Voilà. Donc, on est en train de réfléchir, mais rien n'est fait, vous savez. Voilà. Tout ça, ce sera pour 2024. 2024. Bien évidemment. Comment vous pouvez poser une telle question? Je vérifie. 2024. Bien évidemment. Donc nos appels d'offres sont construits selon notre planification. Avec donc en 2022, nous lançons tous les travaux. Nous verrons s'élever dans le ciel parisien la flèche et les combles en 2023. Et tout ça nous conduira à la réouverture en 2024. Et en 2024, si Dieu le veut, je serai là pour ouvrir. On s'en réjouit d'avance, merci Monseigneur, de vous avoir parmi nous. Oui, C'est profitez-en. plutôt nous qui serons avec vous, parce que vous serez à nouveau pleinement chez vous. J'ose espérer, oui. D'abord, on reprendra ça sera une belle célébration d'ouverture qu'on va faire sans doute en plusieurs temps, parce qu'il faut d'abord recevoir de nouveau les clés. Il va falloir apporter les reliques, les saintes reliques qu'on va mettre au niveau de l'autel, puisqu'on a un nouvel autel. Il va y avoir un tédéum. Il va y avoir ensuite une messe solennelle. Vous savez, tout ça ça va prendre du temps parce que on a à peu près 50 millions de personnes qui veulent entrer dans la cathédrale. Parce que depuis 5 ans, pendant 5 ans, ça va être fermé. 10 millions par an, ça fait 50 millions. Donc, même quand je vais faire des voyages, parce qu'il m'arrive quand même de faire des petits tours aux États-Unis, par exemple, les gens me sautent au cou en disant « Oh, Notre-Dame !» Alors, je leur dis « Non, soyez simple, je ne suis que le recteur, je ne suis pas Notre-Dame. » Même si avec le gender, ils sont un peu perdus. Non, je suis le recteur. Je rebondis. Vous allez aux États-Unis souvent pour chercher de l'argent. Ah ça, oui, Oui. c'est clair. Il y a eu 850 euros, 840 millions de dons. Est-ce qu'ils seront suffisants? Est-ce qu'ils seront
dépensé? En 2024, est-ce que les caisses seront vides? Comme je vous le disais, les appels d'offres sont en cours. Donc la vérité des prix, elle se fera quand nous aurons les offres des entreprises. Donc on s'en reparlera en 2022. Pour le moment, on est confiant. On est confiant, mais il faut avoir en tête que, on l'a vu tout à l'heure, au-delà de la réouverture, la cathédrale ne sera pas encore pleinement restaurée. Et donc d'autres campagnes de travaux prendront la suite. Donc les dons des donateurs sont bienvenus. Restent bien. On peut encore donner à Notre-Dame? Et on reçoit des dons tous les jours. Donc c'est pas pour vous encourager, mais on reçoit des dons tous les jours et toujours aussi émouvants. C'est-à-dire il y a des dons de personnes, des dons significatifs de personnes très aisées, et puis on a toujours des dons émouvants de personnes qui qui évoquent la veuve de l'Évangile, qui met ses 2 pièces dans le temple. Tous ceux qui avaient fait des promesses de dons ont donné finalement? Ça, c'est un point vraiment très remarquable. C'est que l'effet d'engouement, les jours qui ont suivi, avait donné à craindre aux experts du mécénat qu'une fois cette émotion retombée, eh bien, il y ait des promesses qui ne soient pas tenues. Et en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'essentiel des promesses de dons, et les plus grands donateurs tiennent leurs promesses. Alors, je ne vais pas entrer dans des détails techniques, mais enfin, on a établi des conventions avec eux, ce qui fait qu'ils sont engagés avec nous et on a tout à fait confiance dans leurs paroles. Alors, je vais ajouter quelque chose, parce qu'il parle pour sa paroisse. Certes. Moi, je vais parler pour la mienne, parce que l'Église a en charge, naturellement, tout l'aménagement intérieur, ce qui est normal. Il y a les bancs, comme vous dites, lumineux, il va y avoir les chapelles, il va y avoir l'autel, il va y avoir tout le système vidéo, parce qu'on a un système vidéo obligatoire à Notre-Dame, parce qu'on a KTO, etc. Et tout ça, c'est le fond cathédral. Voilà. Donc, si vous voulez aussi, on ne sait jamais, ça vous réduit les impôts, il paraît. Si vous voulez faire un don, vous pouvez aussi le faire pour le fonds cathédral. Parce que on va avoir besoin, parce que nous, on ne touche pas les 840 millions, ce qui est normal. Ouais, dans la loi c'est l'État. Au fond, on fait un cadeau à l'État, osez le dire. On épargne à l'État une dépense, Ouais. c'est clair. Maintenant, ils vont quand même récupérer la TVA. Ben oui, tiens. Non, mais vous savez... Nos amis de Bercy nous expliquent que la dépense fiscale est considérable. Il ne faut pas la sous-estimer. Bon. La dépense fiscale, c'est les exonérations fiscales que vous évoquez, même si les grands donateurs ont renoncé, pour la plupart d'entre eux, à ces exonérations fiscales. Non, mais vous avez raison de souligner, monseigneur, que en fait, depuis la loi de 1905, on distingue très soigneusement ce qui est propriété de l'État de ce qui est propriété de l'Église. Donc la cathédrale est propriété de l'État, tout ce qui est immobilier, infrastructure est propriété de l'État. Quand nous nettoyons les élévations pour les rendre propres, c'est l'État on est là dans la propriété de l'État. Quand il faut remplacer le mobilier liturgique qui a disparu dans l'incendie, on n'est plus dans ce qui regarde l'État. C'est le diocèse de Paris, et la souscription nationale ne peut pas, la loi l'interdit, ne peut pas financer ces dépenses. D'où le fonds cathédral que vous évoquez. Tout à fait. Peut-être que les gens donneront une fois qu'ils sauront et ils connaîtront le projet dans la cathédrale de Notre-Dame. Je crois qu'il y a ça va arriver bientôt. Ça. Je crois que oui, il y a une réunion à la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine le 9 décembre qui va être important à cet égard. Je crois. À ce moment-là, on pourra en parler peut-être. Exactement. On refera un tour de péniche. On verra s'il y a, comme le suggérait un des quotidiens qui est mon concurrent, Louise, une œuvre de Louise Bourgeois dans une des chapelles. Oui, on verra. On verra. Je suis sûr que vous viendrez voir. C'est sûr. Non, je reviens sur les dons et les promesses de dons. La promesse de don qui avait été faite par la mairie de Paris n'a pas été versée finalement. Elle avait promis 50 millions d'euros et ils vont le consacrer finalement au parvis. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, donc ça peut nous permettre de parler du parvis un peu. On aurait pu en parler tout à l'heure à propos de la réouverture. Donc
L'environnement immédiat de la cathédrale, c'est-à-dire les squares qui sont du côté de l'île Saint-Louis et de la Seine au sud, et puis le parvis lui-même, et puis la rue du Cloître, tout ça fait un espace qui va être profondément revu complètement. Et la ville de Paris a donc lancé une opération qu'elle appelle l'aménagement des abords, sur laquelle elle a engagé un dialogue compétitif. Elle a sélectionné en septembre 4 groupements d'architectes et de paysagistes qui vont travailler il est prévu de sélectionner à l'été prochain le lauréat qui travaillera sur le projet d'aménagement qui lui-même sera mis en œuvre après la réouverture, puisque les travaux devraient se dérouler entre 2025 et la durée qu'ils prendront, mais facilement 2 ans, 3 ans, hein, au moins. Et donc les 50 millions de la ville de Paris ont été finalement, la ville de Paris va les consacrer à cette opération, pour laquelle le diocèse comme nous-mêmes sommes partenaires, c'est-à-dire qu'elle nous associe à la réunion du jury, à l'examen des offres et à la réflexion sur le cahier des charges de l'opération. Et l'idée qui est satisfaisante, c'est que cette opération soit vraiment axée sur la mise en valeur de la cathédrale. C'est pas simplement un aménagement urbain d'un espace qui fait tant d'hectares. C'est vraiment l'accompagnement de ces 12, 14, 15 millions de visiteurs par an qui vont se précipiter, se ruer sur la cathédrale à sa réouverture. Et ultérieurement, une fois qu'on sera sorti de toutes ces crises sanitaires un jour et que le tourisme reprendra toute sa place, voilà. Donc des espaces d'accueil et une mise en valeur de la cathédrale, à la fois dans ces conditions d'accueil de ces groupes de visiteurs, mais aussi de circulation autour de la cathédrale pour mieux apprécier ces différentes vues, hein, au sud, à l'est, la rue du Cloître. Voilà. Donc une opération qui est prometteuse dans ses objectifs, hein, et à laquelle on est content de s'associer. Parce que, à quoi doit servir un parvis, monseigneur ? Un parvis, depuis au moins 2016 que je suis là, j'ai essayé de faire pas mal de célébrations sur le parvis. Pourquoi ? Parce que je crois que le parvis, entre guillemets, fait partie de la cathédrale. Parce que sur le parvis, déjà, c'est un lieu de rencontre, mais c'est surtout un lieu où on contemple, un lieu où on se prépare à entrer dans la cathédrale. Et puis, nous, on avait commencé déjà avec le cardinal Lustiger, comme pour faire les ordinations. On était bien obligé d'agrandir et de prolonger la cathédrale. Et donc, c'est vrai que j'ai augmenté un petit peu. Non pas parce que j'avais peur qu'on me supprime le parvis, peut-être pour essayer d'expliquer à la mairie de Paris que ce parvis, on ne pouvait pas en faire n'importe quoi et que ça devenait un petit peu un lieu sacré. Parce que j'avais entendu des bruits, il y a toujours des bruits, vous savez. C'est comme vous, vous avez des visions avec les trucs lumineux. Moi, j'entends des bruits. Et on m'avait dit, en 2007, quand je suis arrivé, il y avait un projet qui était le projet Perrault-Bellaval, et où le parvis devait être tout en verre. C'était pas un bruit, hein. C'était pas un bruit. C'était un projet remis au président de la République. Oui, alors moi je ne me voyais pas marcher sur le parvis en verre et regarder ce qui se passe en dessous, ou que les gens au-dessus regardent ce qui se passe au-dessus. Donc il fallait quand même réfléchir. Et quand tout de suite j'ai été alerté, et vous voyez, ce projet était en fait, la cathédrale était un musée. Et donc on avait oublié que la cathédrale était vivante dans ce projet. Donc j'ai été obligé de dire, attendez, la cathédrale, elle est vivante. Il y a 4 messes par jour, il y a 2300 offices par an, donc c'est un des lieux où il y a le plus de célébrations. Et donc ça a été un étonnement. Donc c'est pour ça que je me suis précipité pour occuper le lieu. J'ai fait de la liturgie sitting, comme ça. Donc on n'a jamais fait autant de, je sais pas quoi, mais on fait de belles célébrations, c'était très beau, hein. Voilà, si je vous dis ça, c'est parce que, et je crois que la mère a été d'accord assez rapidement.
Moi, je me suis toujours bien Juste un mot, entendu. il y a eu effectivement un débat parmi les nombreux débats qui sont autour de cette opération, mais faut-il construire ou ne pas construire sur le parvis? Et finalement, la mairie a pris l'option de ne pas construire, mais c'est ce qui vous convient, monseigneur, puisque C'est vous tout à souhaitez que fait. cet espace reste Plutôt disponible. reconstruire en l'occurrence, hein, puisque le parvis était autrefois Il y avait infiniment pas de plus parvis. petit Il qu'il n'y avait n'est quasiment aujourd'hui. pas de parvis. Ce sont les travaux du baron Haussmann qui lui ont donné, qui ont donné à l'île de la Cité Voilà. l'allure d'ailleurs pas très brillante que nous lui connaissons. La question qui se pose aussi, mais ça nous entraînerait peut-être un peu loin, c'est de savoir ce que va devenir l'Hôtel-Dieu. Ça, c'est un sujet tabou pour l'instant. C'est un sujet tabou. Alors, Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est une question importante, car on a besoin d'un... la cathédrale était toujours associée à un lieu de compassion, d'accueil et de charité. Donc là, la question, elle se pose, et elle a été posée, et on continue de la poser. Et on verra bien à force de qu'elle la a été poser. tranchée. je la vais me question. faire votre porte-parole à tous deux, puisque l'archevêché d'un côté, l'établissement public de l'autre, avec Orange, ont mis sur pied une expérience en 3 dimensions assez extraordinaire, Ah oui. qui s'appelle Éternelle Notre-Dame, Mhm. dont le scénario et le texte ont été confiés à Bruno Cellier, et la réalisation à Maclio. Et cette extraordinaire expérience va être présentée, non pas sur, mais sous le parvis, dans le parking de l'île de la Cité. Et pour avoir eu l'occasion de participer à ce projet et de l'avoir suivi de près, je peux vous dire que vraiment, sans se payer de mots, c'est un moment tout simplement extraordinaire. On vous fait vivre 8 étapes de la vie de Notre-Dame C'est magique. à des siècles différents, avec une force de vérité absolument inouïe, au point que le général Georgelin, en sortant de l'expérience l'autre jour, a dit « Mais finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de reconstruire Notre-Dame ?» C'était une boutade, hein, je précise. Je pense que c'était une boutade. Oui, bien sûr que c'était une boutade, mais c'est vrai que c'est une expérience magnifique. Elle sera également présentée à la conciergerie. Et puis, j'aurai, si je puis dire, l'honneur de l'accueillir dans le socle de la Grande Arche de la Défense. Avant cela, Oui, puisque au là, mois de décembre. c'est ça. Nous ouvrons au mois de décembre, mais l'expérience sera disponible à partir du mois de février Bon. à la Grande Arche, à l'espace Grande Arche de la Défense. Il y a 2 choses que je voudrais dire peut-être, puisque je vois que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin et que la boucle se boucle. La boucle sur la scène et la boucle de notre conversation. La première, c'est que il y a 83 cathédrales gothiques, je ne parle pas des autres, qui sont aussi importantes, en France. Et que sur les 83, il y en a 50 qui présentent de graves difficultés, il y en a 20 qui sont en très grave situation. Alors c'est bien de s'occuper de Notre-Dame, et je vais évidemment pas dire le contraire, surtout ce soir, mais d'une façon générale, je suis bien d'accord. Il ne faudrait peut-être pas oublier toutes les autres. Et il y a là un travail, il y a une mobilisation qu'il faudrait réussir à opérer dans l'ensemble du pays pour essayer de sauver, d'entretenir, de faire rayonner ces immenses vaisseaux de pierre qui sont peut-être le plus beau témoignage de la foi du Moyen-Âge et de l'incroyable audace de nos ancêtres. Car bâtir une cathédrale, vous imaginez ce que c'est que bâtir une cathédrale lorsqu'on est au XIIIe siècle, c'est se dépasser d'une façon qui aujourd'hui nous est quasiment même inconcevable. Et ça, c'est un grand témoignage de notre civilisation. C'était Robert Barroux qui longtemps s'est occupé des archives de la ville de Paris, qui dans les années 30, dans un ouvrage qui s'appelait La France et son rôle dans l'histoire de la civilisation, disait que l'apogée de la France, c'était le temps des cathédrales. Ce temps des cathédrales qu'a si bien par ailleurs décrit Fernand Braudel, mon maître. Eh bien, je pense qu'on peut dire qu'il y a là une cause d'envergure nationale et qu'il vous appartient, vous qui êtes des pédagogues et vous qui parlez aux générations qui vont venir, c'est une cause qui mérite d'être vraiment épousée et développée. Et puis, le dernier petit mot, alors là c'est plus une... Mais puisqu'il faut boucler la boucle, en ce qui me concerne en tout cas, je voulais revenir à ce que disait tout à l'heure Monseigneur Chauvet au tout début de son témoignage, quand il parlait du moment où il était là avec le responsable des secours, hein, des pompiers, avec le président de la République, etc. Et
À partir du moment où le site a été totalement vidé de toute présence humaine, il n'y avait plus d'obligation pour les pompiers à monter dans les tours ouest, de monter dans le beffroi nord et dans le beffroi sud. Là. Ça n'était pas une obligation, c'était sur la base d'un volontariat. On leur a demandé s'ils voulaient se dévouer pour monter à leurs risques et périls, au péril de leur vie, pour monter dans ces tours, pour sauver Notre-Dame, pour permettre que cette façade qui sert évidemment de grand rideau de pierre au parvis dont nous parlions, se maintienne et reste debout. Il n'y en a pas eu qui ont fait demi-tour. Ils sont tous montés, j'allais dire, comme un seul homme. Et notre gratitude, elle va d'abord et avant tout aux pompiers de Paris qui ont été magnifiques ce soir-là. C'est vrai. Ils ont voulu, comme signe de remerciement, ils avaient pu prendre le lectionnaire, c'est-à-dire le livre où on lit la parole de Dieu de la semaine. Donc, il était tout abîmé, mais on leur a redonné. Voilà, c'était pour eux un signe de reconnaissance. Ils voulaient quelque chose de Notre-Dame. Et c'est l'archevêque qui leur a remis à l'occasion d'une messe, 8 jours après d'ailleurs, c'était le messe de Pâques. Et donc on leur a remis aux pompiers cet évangile qui est maintenant, je pense, à Champéret et qui fait partie de leur trésor. Moi, je voudrais dire encore un petit mot. Vous avez posé la question, savoir si ça serait bien 2024. J'en suis persuadé, tout simplement parce que le diocèse travaille avec l'établissement public comme avec le ministère, mais il y a, et j'y insiste beaucoup, moi, il y a une unité, une communion entre nous. On peut s'engueuler, mais on est là pour ça. Mais il n'empêche qu'il y a une communion. On souhaite vraiment tous que cette cathédrale revive. Elle est debout. Bon, maintenant, il faut lui redonner une vie. Et donc, c'est ensemble qu'on y arrive. Et donc, moi, je voudrais dire mon espérance, parce que, je vous dis, je suis à la porte, moi, j'attends 2024 avec impatience. J'ai déjà quasi la chasuble sur moi. Mais je sais qu'on y arrivera parce qu'on est dans la communion. Et dans un monde qui est si difficile aujourd'hui, même un monde un peu violent, je me dis, mais si on était plus dans la communion, eh bien, on avancerait plus vite. J'ai l'impression que vous avez un peu retrouvé les uns et les autres l'esprit des bâtisseurs de cathédrales d'autrefois. Écoutez, tout à fait. Je remercie Monseigneur Chauvet des paroles qu'il vient de prononcer et je suis évidemment totalement en phase avec ce que vous venez de dire. Pour ma part, je voudrais assurer les personnes qui sont ici que, sous la conduite du général Georges Jolin, nous sommes totalement mobilisés pour chaque jour travailler à la réouverture de la cathédrale en 2024 pour que le plus vite possible, elle retrouve le culte, ce qui est sa première raison d'être, ne l'oublions pas. Qu'elle soit également ouverte pour les nombreux visiteurs qui afflueront du monde entier. Et je voudrais remercier ce soir tous les compagnons, architectes, ingénieurs, juristes, financiers, qui depuis 2 ans et demi ont travaillé à ces sécurisations et qui se battent chaque jour pour que sa réouverture approche. Voilà. J'ai vu un jeune compagnon de 30 ans, il doit avoir 30-35 ans, qui me dit « Oh là là, Monseigneur, je ne pouvais même pas imaginer travailler sur Notre-Dame. C'est vraiment un rêve. » Un rêve. Alors moi je dis « Oui, vous êtes jeune, hein, il y aura d'autres chantiers. » Ah non, non. Moi je resterai jusqu'au bout sur Notre-Dame. J'ai dit alors 35 ans. Non, mais il y aura la retraite à 75 ans. Il y a une fierté. 40 ans. Vous nous avez beaucoup parlé, Franck, des raisons qui font que Notre-Dame est ce qu'elle est dans l'imaginaire collectif mondial. Mais il y a une fierté des compagnons de tous âges, et notamment des plus jeunes, à intervenir sur ce chantier, même si c'est pour quelques semaines, même si c'est pour des tâches très humbles, qui est extraordinaire à voir. Bien, je crois que la soirée s'achève et je vous remercie. Merci en tout cas. Merci bien. Monseigneur, Madame et Messieurs, quelle joie de vous avoir écouté débattre sur les enjeux de la reconstruction de Notre-Dame. Alors je vais paraphraser ce que vous avez dit, mais l'extraordinaire émotion suscitée le 15 avril 2019 par l'incendie a touché les croyants et les non-croyants.
dans chaque coin de France, mais également à travers toute la planète. Je ne connaissais pas cette histoire. La tristesse et la surprise a accablé chacun d'entre nous et je pense qu'on a tous une petite anecdote à raconter sur le sujet. Et le monde entier a voulu que Notre-Dame soit reconstruit et à vous écouter, a priori c'est dans de bonnes mains. Voilà, donc merci. Je vais faire un petit peu de pub et un petit peu de racolage par rapport à ce que Monseigneur Chauvet vient d'expliquer. Vous avez sur le piano, juste à la sortie, lorsque on aura pu se restaurer, des petits documents que Monseigneur Chauvet nous a donnés. Et j'insiste sur le programme d'aménagement intérieur, comme ça a été très bien expliqué, entre ce qui est du domaine public, hein, donc l'immobilier, la loi de 1905, etc. Mais en revanche, sur l'aménagement intérieur, il faut savoir qu'il y a eu 865 000 € de dons collectés, alors que Monseigneur Chauvet a besoin de plus de 5 millions d'euros. C'est ça? Je me trompe? Ça doit être ça, voilà. Alors, dans ces petits documents, c'était pas prévu, hein, je pense que je vais me faire engueuler par mes associés, mais dans ces documents, vous avez toute la règle fiscale, etc. Donc vous pouvez partir avec, et n'hésitez pas. Un établissement scolaire peut aussi faire un don, et à titre personnel, vous pouvez faire des dons. Merci beaucoup. Merci Madame Baumler d'avoir animé ce plateau. Merci Monseigneur. Merci Monsieur Josse de nous avoir accordé du temps. Et nous savons qu'il est précieux et que vous devez aller de réunion en réunion. Et Monsieur Ferrand d'avoir décalé toute son organisation de la semaine pour être présent ce soir. Merci de nous avoir apporté votre vision avec ce verbe si familier que nous écoutons pratiquement tous les matins dans les embouteillages. Alors, un dernier remerciement, et je m'arrête là. Cette soirée, alors vous savez, quand on est dans une entreprise, il y a un côté corporate qui est important. Et cette soirée n'aurait jamais pu avoir lieu sans la ténacité de Charlotte, notre responsable marketing, qui a œuvré depuis des semaines pour que tout se déroule bien. De notre prestataire, alors si jamais vous avez besoin d'organiser un événement dans une école, dans une entreprise, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. C'est l'homme avec une petite moustache, il s'appelle Geoffroy et c'est le dirigeant de l'agence Les Bons Garçons et la société Rejoice, que vous connaissez peut-être, qui a sonorisé cet événement. Et bien évidemment, et je pense qu'il m'en voudrait, merci à toute l'équipe de Fides Assurance qui est là ce soir. Et cette équipe, elle vous accompagne tous les jours de l'année, elle répond à vos sollicitations et elle est très heureuse d'être là. Merci de votre présence.